Alors, d'abord un constat, c'est que depuis à peu près 5-6 ans, vous avez une médiatisation de cet usage du fleuve à travers la baignade en eau libre. Et finalement, depuis à peu près 5-6 ans, la baignade en Île-de-France, surtout dans la Seine et la Marne, est devenue un enjeu politique, mais aussi technique et aussi sociétal. Il faut remarquer que cette tendance n'est pas spécifique à la France ou à la région parisienne. Toutes les grandes agglomérations, en particulier européennes, s'intéressent au renouveau de la baignade en eau libre, vont mettre en place des projets, et donc cette reconquête va faire plus ou moins un consensus selon les villes. En tout cas, pour toutes ces villes, cette reconquête du fleuve à travers la baignade va être, au fond, le symbole de la future ville durable, une ville vertueuse qui maîtrise la qualité de l'eau et de ses fleuves à travers la baignade. Ça va devenir symbolique. Bon. Alors, dans le cadre donc vous avez ici un exemple de cette baignade de masse, hein, souvent des grands événements. Et on s'aperçoit aussi depuis là un peu moins, 3-4 ans, que cette demande sociale de baignade en eau libre va être reprise par les politiques. Et donc, l'objet un peu de ma présentation, c'est de montrer que derrière la question des communs, de l'accès à un espace public, derrière l'aspect bien commun de l'eau du fleuve, il y a un aspect politique qui se cache et il ne faut pas le nier, ça peut entraîner un certain nombre de dérives. Voilà donc les questions que je vous propose de traiter. C'est de voir, au fond, comment cette nouvelle pratique des cours d'eau constitue-t-elle l'illustration d'un nouveau rapport des citadins au fleuve, une forme de réappropriation de leurs droits sur l'eau et sur l'espace fluvial, qui, jusqu'à présent, leur est encore interdit et confisqué par un certain nombre d'institutions qui gèrent les grands fleuves, en particulier en région parisienne. Et comment le monde politique, les hommes politiques, se sont emparés de la question et proposent toute une série de projets, le plus emblématique étant évidemment les Jeux Olympiques de Paris. Alors, on a abordé tout à l'heure la question des communs, du bien commun, et moi je rajoute une chose, ce qu'on appelle les anémités environnementales. Alors d'abord, de quoi parle-t-on ? Un commun, c'est une ressource partagée qui est gérée et maintenue par ses usagers. Derrière le bien commun, il y a une histoire de gouvernance, pas simplement de partage, mais de gouvernance. Ce sont les usagers qui entretiennent, qui se partagent cette ressource. Bon. En France, dans le domaine de l'eau, malheureusement, il y a très peu d'exemples d'eau comme commun. La gestion de l'eau, depuis très longtemps, est abandonnée, cet aspect abandonné. On ne retrouve qu'une gestion de l'eau en tant que commun sur de tout petits réseaux d'irrigation, par exemple en Cerdagne, et par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez le marais des Moers, où les propriétaires fonciers de ce marais s'organisent entre eux pour gérer les dessèchements des marais, etc. Donc c'est très très rare. Et au contraire, ce n'est absolument pas le cas des fleuves et des rivières qui nous intéressent, qui sont juridiquement ce qu'on appelle des rivières navigables et flottables. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme. Navigable et flottable, vous avez deux grandes catégories juridiques de rivières en France. Les navigables et flottables. Navigable, ça se comprend. Flottable, on comprend moins, mais c'est une catégorisation du 19e siècle où il y avait du bois flotté qui descendait. Et donc, voilà, il fallait le laisser passer. Et donc, c'était cette catégorisation de fleuves navigables, flottables. Et puis, tous les autres, les petits ruisseaux, etc., non navigables et flottables. Bon. En France, tout ce qui est navigable et flottable est organisé depuis Charlemagne par l'État. Alors, ce n'est pas vraiment l'État, c'est le royaume avant. Enfin, c'est l'État qui s'occupe des fleuves navigables et flottables. Et aujourd'hui,
ces fleuves sont gérés par VNF, Voies navigables et flottables, c'est un établissement public, ou par, dans la région parisienne, pour un certain nombre de berges, mais on ne parle plus du fleuve, mais les berges, par le port autonome de Paris qui aménage ces berges. Donc, première question est réglée. En France, l'eau, ce n'est pas un commun. Bon. Deuxième question, le bien commun. Le bien commun, voilà, j'ai pris bêtement Wikipédia, hein, j'ai rien inventé. Hein. Donc c'est quelque chose qui appartient à tous, mais qui n'est pas forcément géré comme un commun. Bon. Donc, c'est le cas de l'eau. Là, c'est le cas de l'eau, puisque dans la loi sur l'eau, on vous dit que l'eau est un bien commun. Bon, l'eau est un bien commun. Donc, qu'est-ce que ça implique pour la baignade ? C'est-à-dire qu'on l'oublie, mais vous avez parfaitement le droit, dans les rivières navigables et flottables, dans les autres rivières, de vous baigner, puisque c'est un bien commun. Donc, vous pouvez très bien, à vos risques et périls, vous plonger dans la Loire où vous voulez, hein, ça on l'oublie, mais c'est parfaitement, juridiquement, votre droit, c'est votre droit. Bon. Sauf qu'il peut y avoir des interdictions municipales, et dans ce cas-là, bon, voilà, c'est le garde champêtre ou la police municipale qui va vous donner une amende. Et alors pourquoi il y a ces interdictions ? Ben, c'est une question de sécurité, souvent parce qu'il y a des courants. Souvent, il y a eu des accidents, des courants, où il y a des ouvrages hydrauliques qui sont dangereux, et donc on vous interdit. Mais sur tout le reste du réseau hydraulique français, vous avez parfaitement le droit de vous baigner en eau libre, puisque ça fait partie de cette situation de bien commun. Même sur les petites rivières non navigables, vous avez parfaitement le droit de vous baigner, mais à condition évidemment d'avoir l'autorisation de passage du propriétaire de la parcelle pour accéder à la rivière. D'accord ? Bon. Alors, d'ailleurs, ceux qui font du kayak savent très bien la question. La navigation, c'est la même chose que pour la baignade. Vous avez parfaitement la possibilité de circuler avec votre kayak sur toutes les rivières françaises, puisque c'est un bien commun, c'est juridiquement un bien commun. Bon. Donc, on est dans ce cas, l'eau, pour la baignade, c'est un bien commun. Sauf, et là c'est la particularité de la région Île-de-France, que depuis très longtemps, Paris, puis ensuite l'Île-de-France, va interdire la baignade, va réglementer la baignade depuis très longtemps. C'est ce que je vais expliquer, hein, comment ça se passe. Et donc, vous n'avez pas le droit, même encore de nos jours, de vous baigner dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, à Paris, etc., dans la Seine, dans la Marne, sous peine d'amende. Alors, je crois que c'est de l'ordre de 15 €. Enfin, c'est pas très élevé comme amende, mais vous allez être verbalisé parce que vous vous baignez. Et c'est une exception, si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous avez cette exception. Donc, j'expliquerai un peu comment ça se met en place. Voilà, donc, bien commun, possibilité de se baigner et impossibilité en région Île-de-France. Et dans d'autres villes, hein, il y a d'autres villes, il y a des arrêtés municipaux, à Lyon par exemple, hein, où vous ne pouvez pas vous baigner dans le Rhône, ni dans la Saône. Autre terme, il y a l'aménité environnementale, c'est au fond le plaisir sensoriel, dans notre cas, d'avoir le corps dans l'eau du fleuve. Hein. C'est le plaisir esthétique de voir un beau paysage de rive. Voilà, ça c'est l'aménité environnementale qui évidemment est gratuite. Hein. Il n'y a pas un coût. Bon, voilà. Bon, alors, donc, comment je vais expliquer ce passage-là de bien commun à finalement une restriction du bien commun, de l'eau comme bien commun pour se baigner. En 3 parties, si vous voulez, je vais vous expliquer, à faire un petit retour en arrière. Alors pourquoi ? Parce que dans le cas de l'eau, vous avez des décisions qui sont prises il y a très longtemps, qui vont perdurer, qui vont faire ce qu'on appelle des sentiers de dépendance. C'est-à-dire, quand vous vous promenez avec un sentier, ça vous force un peu ça vous force à passer dans certains endroits. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises il y a très très longtemps,
des décisions juridiques, des aménagements qui vont forcer un peu les choses, et vous aurez beaucoup de mal à en sortir ou à trouver une alternative. Et donc, l'idée, c'est à travers l'histoire, de voir comment ça se met en place. Hein. Bon. Ensuite, on verra évidemment la question de l'espace public et de l'eau de la rivière comme un bien commun. Et puis, j'essaierai de vous expliquer ce que ça peut être une ville baignable, avec la question politique derrière la ville baignable. Bon, donc première partie, c'est voilà l'aspect historique. Alors, d'abord, il faut voir qu'on se baigne. Monsieur Vigarello vous en parlera largement, donc je ne vais pas déflorer son sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se baigne depuis au moins le 17e, enfin des traces qu'on trouve, que j'ai trouvées, c'est qu'au moins des traces visuelles, graphiques, depuis le XVIIe siècle, on se baigne dans la Seine, dans la Marne. Et j'ai pris l'exemple là, du port à l'Anglais, donc c'est un quartier à côté, où on se baigne donc au XVIIe siècle. Alors l'intérêt de cette gravure, c'est qu'on voit qu'on s'ébat. À cette époque-là, on ne sait pas nager, donc il y a beaucoup de noyades. Et puis le deuxième intérêt de cette gravure, c'est qu'on se baigne nu. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, il n'y a pas de maillot de bain. Et ceux qui se baignent nus. Ce qui va poser un grave problème pour les municipalités, pour les riverains, la question de la pudeur. Bon. Cette question de pudeur, elle va entraîner, contrairement à ce que vous pouvez penser, ou vous pourriez penser qu'on interdit la baignade parce que l'eau est de mauvaise qualité, même au XVIIIe siècle, cette question de pudeur, elle va être centrale dans l'interdiction de la baignade à Paris, puis ensuite dans la Seine. Donc très tôt, la ville de Paris, puis ensuite le département de la Seine, le préfet de la Seine, à partir de la Révolution française, va mettre en place un certain nombre de réglementations, de surveillance des rives du fleuve et de réglementation du bain en eau vive. Un contrôle administratif va réduire le nombre de possibilités de baignade, va restreindre le nombre de possibilités de baignade en incitant les gens à se baigner dans certains lieux, en autorisant dans certains lieux, en interdisant dans d'autres. Et puis aussi, on verra que à partir de la fin du XVIIIe siècle, vous allez avoir une sorte de privatisation du fleuve à travers le bain, avec le développement des bains flottants. Alors, voilà, donc un exemple d'interdiction. Voilà, donc c'est pour Paris, hein, si vous voulez. Donc, à chaque commune, vous aviez, à partir de la Révolution, un certain nombre d'arrêtés municipaux qui pouvaient réglementer le bain. Là, j'ai repris celui de Paris. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis en rouge, c'est que vous voyez qu'au départ, 1731, donc il y a déjà des ordonnances avant, parce qu'il y a des rivalités. Souvent, les berges sont encombrées, et donc les baigneurs s'ébattent au milieu des activités qu'on trouve le long du fleuve, qui sont extrêmement variées, pas simplement la batellerie, mais d'autres activités. Donc c'est plutôt des réglementations d'usage du fleuve, des berges du fleuve. Par contre, en 1731, on voit bien que c'est pour la baignade indécente. Et donc, si vous voulez, vous voyez la question de l'indécence du corps, du corps exposé en public, va être très importante et va être un des fondements de l'interdiction de la baignade en zone habitée, en zone où les gens se côtoient le long des rives. Ensuite, deuxième aspect de l'interdiction, 1923. Alors c'est une autre raison d'interdiction. Et là, si vous voulez, c'est la victoire de la batellerie sur les autres usages du fleuve. Le fleuve est désormais considéré comme une voie de passage, une voie de transport. Et donc les bateliers sont violemment opposés aux gens qui se baignent. Donc il y en a pas tellement, mais surtout aux bains flottants. Et donc, on va essayer d'évacuer les bains flottants puisque ça gêne la navigation. Et au moins à Paris, on ne peut plus se baigner, c'est interdit. Et ça date de l'interdiction à Paris date de cette époque-là. Et puis enfin, on vient à notre période plus contemporaine, parce qu'on ne se baigne pas parce que l'eau est de mauvaise qualité, on va attraper des choses, etc.
Et donc, donc voilà, donc c'est la question de la pollution, mais dans l'interdiction, ça vient très tard. C'est beaucoup plus tardif, ces interdictions, puisque la première date de 47 pour Paris, et puis surtout celle que vous connaissez peut-être, c'est celle de 1970, qui, dans le Val-de-Marne, interdit la baignade dans tous les fleuves, la Marne, la Seine, dans le Val-de-Marne. Depuis, c'est interdit dans les lacs, etc. C'est interdit. Bon, donc, le bain en eau vive, il est sous contrôle, il est réglementé. D'où un certain nombre de dérives. Donc, c'est plus un bien commun, puisque c'est réglementé. C'est plus un bien commun. C'est un bain qui est même privatisé. Vous voyez sur cette caricature de Daumier, vous avez derrière bain homme à 4 sous. Donc, c'est les fameux bains froids. Hein. Et donc, pour se baigner, il faut payer. Sinon, vous êtes attrapé par la maréchaussée et vous allez payer une amende. Fil moellon, vlal municipal, donc en via comme des chauds. Faute de 4 sous, on ne peut pas se laver le nez. C'est gentil, c'est du propre. Vous voyez, donc vous avez ici donc un premier aspect intéressant du rapport au fleuve qui devient privatisé et qui devient contrôlé. Contrôle aussi des lieux de baignade. La préfecture ici de Paris, le préfet de Paris, à la fin du XIXe siècle, va autoriser uniquement certains lieux pour la baignade. Alors vous voyez en gros, ce qu'on appelle la baignade en bain froid, c'est ce que j'expliquais, ce sont on va le voir après, ce sont des péniches avec un fond ouvert et vous vous baignez dans la péniche. Hein. Et puis les bains de pleines eaux, voilà, c'est souvent une petite plage avec un maître nageur et vous vous ébattez entre le maître nageur qui est dans sa barque et la rive. Voilà, donc on a une réglementation de la baignade très importante. Les fameux bains froids qui sont privés, ce sont des opérateurs privés qui font le commerce du bain. Mais Vigarello vous en parlera, pas simplement pour se laver, mais aussi à vertu thérapeutique. Pendant très longtemps, on pense que l'eau froide, ça revigore, ça donne des forces, c'est thérapeutique. Ou bain chaud, pour les plus luxueux. Hein. Et là, un peu exceptionnel, mais on est en 1900, vous avez des leçons de natation, parce que les gens ne savent pas nager. Hein. Les gens ne savent pas nager pendant très longtemps. Il y a beaucoup de noyades, hein, c'est une catastrophe. Les gens ne savent pas nager. Donc, pour les plus riches, vous avez ces leçons de natation. Donc, on a bien une privatisation du bain. Vous voyez ? Bon. Autre aspect historique, donc vous voyez, mon sentier de dépendance, il y a la réglementation et la privatisation d'une partie du bain. Deuxième aspect historique qui est important et qui est là, imprègne des esprits. L'image qu'on se fait de la rivière, même de nos jours, c'est qu'il y a une sorte d'âge d'or de la baignade. Et ben voilà, c'est les bords de Marne. Et ça imprègne, par exemple, les élus du bord de Marne, et en particulier ceux qui participent au syndicat intercommunal de Marne-Vive, et qui sont à la pointe pour le regain de la baignade en eau vive. Ben, ça imprègne leur esprit parce que voilà, vous avez la tradition de la baignade en bord de Marne. La Marne, à ce moment-là, c'est une ligne de loisirs, de plaisir, liée à la présence de chemin de fer, de gare de la Bastille jusqu'à Champigny, ou de tramway, etc. Donc les pharisiens viennent s'ébattre le dimanche, viennent manger la matelote, etc. Et ils viennent en famille, et derrière, vous avez des bains froids. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis. Bon. Ensuite, bain froid, c'est organisé. Ce que j'ai dit, c'est que c'était très réglementé. Mais il y a d'énormes transgressions. C'est-à-dire que c'est réglementé, il y a très peu de gardes champêtres, où ils ont autre chose à faire. Et donc, il y a une multitude de gens qui vont faire de la baignade sauvage, quelle que soit la période, la baignade sauvage. Donc, c'est un exemple de baignade sauvage à Champigny-sur-Marne, où vous voyez que là, on nage pas, on barbote.
c'est bien un plaisir sensoriel de chahuter, de se baigner, de se rafraîchir s'il fait chaud. Et là, dans ce cas-là, l'eau, c'est un bien commun. Là, c'est un bien commun, personne on leur fout la paix, c'est un endroit visiblement un petit peu résiduel, il n'y a pas de contrôle. Et l'eau, c'est considéré comme un bien commun, mais hors la loi. Hein, bon. Pour les plus sérieux, et ceux qui sont plus proches de la gare, vous avez là aussi des bains, et alors l'intérêt, je vous ai mis ça, c'est le cas de la baignade du banc de sable, pour voir l'évolution. Donc là, on est ce qu'on appelle le bain de pleine eau. Là, souvenez-vous, le plan que j'ai donné, bain de pleine eau, c'est répertorié, vous avez le droit. Vous ne payez pas, pour l'instant, mais 30 ans plus tard, voilà ce que ça donne. Donc vous avez un aménagement avec des activités de restauration, et ça vous donne, si vous voulez, toute la tradition des guinguettes qu'on trouve à Nogent, avec pas simplement le bain, mais les activités de danse, de jeu, etc., qu'on peut trouver à ce moment-là. Donc il y a une sorte de marchandisation là, de la rive et du bain à travers cet aménagement. Là aussi, image très forte de Joinville en particulier, puisque c'est au fond, on l'oublie, c'est le berceau de la natation en France, à travers le bataillon de Joinville, où à partir des années 1860-1870, les officiers apprennent à nager dans ce qu'on appelle le bataillon de Joinville, et donc des méthodes de natation sont mises à l'essai et sont codifiées, et donc on apprend à nager. Ça devient aussi un haut lieu du sport nautique, puisque vous avez en 1908 les championnats du monde de natation qui sont organisés à Joinville, et vous avez des grandes fêtes, pas simplement de jeux nautiques, mais aussi de natation, des compétitions de natation, au moment de ce qu'on appelle ça me reviendra. Voilà, donc vous avez donc des grandes fêtes qui sont faites le long de la Marne. Donc, au lieu de la natation en région parisienne, les bords de Marne. Transformation ici historique, c'est l'aménagement des berges. On passe de la grève au quai. Voilà à peu près un exemple de ce qu'était le paysage avant les quais, avant les berges. Ici, c'est port à l'anglais. On voit que le rapport au fleuve est complètement différent. On a ici une pente douce, on peut se promener, on peut patauger. Pas besoin de se savoir nager, on peut patauger. Il y a moins de danger, on n'hésite pas à aller dans l'eau. Mais il y a un encombrement, vous voyez, l'encombrement des berges. Bon. À partir des années 1850-1860, les ingénieurs des ponts et chaussées vont considérer que les grands fleuves seront dédiés uniquement à la navigation. Ils vont construire un certain nombre d'ouvrages, de ports avec des quais, de régulation d'eau avec des écluses. Et donc peu à peu, les rives vont être transformées. Grande transformation également après la crue de 1910, où là, systématiquement, toutes les rives de la région parisienne vont être exaucées et vont être organisées en digues contre la crue. Et donc, vous voyez que le rapport à l'eau, là, c'est au même endroit, c'est à côté de la gare d'Austerlitz, hein, mais face à face. D'un côté, vous avez les gamins qui jouent sur ce qui est encore une grève, et de l'autre côté, les autres, vous voyez, ils sont bien gênés parce que vous êtes obligés de descendre et il faut en gros savoir nager pour aller dans l'eau. Or, les gens ne savent pas nager. Donc là, vous avez une coupure, si vous voulez, qui apparaît entre le fleuve et ceux qui veulent se baigner, et donc une gêne pour se baigner. Municipalisation aussi des lieux de baignade. Là aussi, les municipalités, en particulier au moment du socialisme municipal des années 1880, vont mettre en place des dispositifs pour que les habitants de leur commune se baignent. Ici, c'est le cas de Vitry-sur-Seine.
Vous avez un encadrement avec un maître nageur, avec des cabines. Là aussi, les questions de la nudité, on se déshabille, donc il y a des cabines. On loue des maillots de bain, etc. Donc vous avez ici une sorte là aussi de marchandisation, même si c'est communal, de la rive pour la baignade. À partir des années 30, il y a une rupture très importante entre la ville et son fleuve. En particulier, la question des rives va être posée à travers une très mauvaise image sociale des rives. Alors c'est l'exemple là des films comme Hôtel du Nord ou Michel Simon avec Boudu sauvé des yeux. Donc vous avez ces rives, ces quais qui sont malfamés, qui sont les lieux du crime, de la prostitution, des clochards. Et donc il y a une mauvaise image de la rive. Et donc en plus les activités déclinent. Hein, il y a un monopole du transport. Ça devient des zones de logistique. Donc la rive perd sa vie. Hein. Elle perd encore plus sa vie dans les années 70 avec, alors là, la ville tourne complètement le dos à son fleuve avec la construction d'infrastructures de transport ou d'infrastructures logistiques. Ici, vous voyez Pompidou qui inaugure sa voie. Et puis, heureusement, des associatifs qui réussissent à sauver la rive gauche. Donc, il y a vraiment une coupure de la ville avec son fleuve. Et donc, il est absolument impossible de se baigner. C'est la situation, en gros, de notre époque. Hein. On est arrivé à cet espace complètement infranchissable ou difficilement à franchir. Années 70, c'est aussi la prise de conscience des usagers, des habitants et des riverains de la pollution de l'eau. Alors ça se voit physiquement par les crues qui amènent des milliers de poissons le ventre en l'air sur la Marne. Donc c'est déjà pas très ragoûtant, hein, on n'a pas envie de s'y baigner. Mais c'est même physiquement, on peut mesurer cette pollution. Vous voyez, jusque dans les années 80, vous avez les coliformes fécaux qui sont en croissance et qui décroissent un petit peu après. Donc c'est vraiment des rivières pas attirantes, inaccessibles. Donc on s'en détourne et vraiment ce sont les marginaux qui se baignent. Personne n'a l'idée de se baigner à ce moment-là. On n'a pas envie de s'y baigner, mais on ne peut pas. Un certain nombre d'arrêtés préfectoraux vont régler la question, puisqu'à partir de 1970, on ne peut plus se baigner. Et ce qui entraîne d'ailleurs la fermeture des quelques plages qui étaient encore à Joinville et qui sont obligées de fermer, Joinville ou Champigny, qui sont obligées de fermer. Donc là, plus de baignade. La baignade dans nos vies n'existe plus. Changement depuis à peu près les années 2000. Et là, on est dans la période contemporaine. D'abord, on s'aperçoit qu'on va avoir une valorisation paysager des fronts d'eau et des fronts de fleuves et des fronts de rivières, avec ce qu'on appelle les waterfronts, c'est-à-dire que vous avez des opérations immobilières qui vont s'installer le long des rives, des aménagements qui vont se faire, et puis en même temps, vous avez une nouvelle perception de la rivière en ville, je parle de la rivière en ville, hein, la rivière urbaine qui est devenue un patrimoine naturel. Vous avez quelques petites opérations de reconstitution des écosystèmes aquatiques, et puis vous avez des grandes idées de renaturer la Bièvre, etc. Donc c'est dans l'air du temps et dans l'esprit des gens, dans l'esprit des habitants urbains, la rivière, ça devient un enjeu, un patrimoine naturel, et ça peut être intéressant donc de voir cette eau sous cet aspect. Par exemple, vous avez ici la restauration de l'île de Gournay sur la Marne, et puis vous avez les waterfronts futurs, hein, avec les opérations des Ardoines à Vitry ou Ivry-Conflurence, où vous avez là, il n'y a pas que ça, enfin, si vous voyez, le quartier n'est pas centré sur le fleuve, mais il y a une grande partie de l'opération du projet quand même qui se met en place à travers la rive et le fleuve. Donc renouveau
la rive devient positive. Plus concrètement, l'eau va être de nouveau désirée. Et là, c'est plus récent, ça date d'il y a 5-6 ans. Nouveau désir d'eau des citadins à travers leurs pratiques. Et là, c'est quelques photos que j'ai prises en 2017. 2017, il y avait une canicule. C'est il y a 2 ans, il y avait une canicule. Et en particulier, le soir de canicule, le long du canal Saint-Martin, vous aviez des centaines de jeunes qui se précipitaient dans le canal Saint-Martin pour faire la fête et c'était très festif pour se rafraîchir. Et donc, vous avez un nouveau désir physique de l'eau, de plonger, de se rafraîchir, ce qui est nouveau. Donc, le retour de la baignade en rivière, ça peut être associé de plus en plus, c'est de plus en plus associé à l'idée de reconquête de la qualité de l'eau. Et donc, ça intéresse les politiques qui veulent mettre en place une politique de la ville durable. Ce mouvement de reconquête, il est au départ extrêmement, ça peut paraître bizarre, mais extrêmement organisé. Et il vient surtout des pays germaniques, en particulier de la Suisse, avec à Bâle, tous les ans, la traversée de Bâle, depuis 1980, donc il y a la Société des nageurs de Bâle, font un événement, une fête de la natation, et traversent le Rhin, qui est quand même pollué. Bâle, c'est une ville industrielle, avec l'industrie chimique, etc. Et donc, des milliers de gens vont traverser la ville sur plusieurs kilomètres, et c'est organisé. C'est un espace, là, c'est pas spontané, c'est organisé. Cet événement va faire le tour, si vous voulez, des médias et va inciter les gens à faire la même chose. Par exemple, à Paris, avec des projets de traversée de Paris à la nage. C'était déjà une tradition du début du XXe siècle. Vous aviez la traversée de Paris à la nage dans les années 1910. Et là, donc, vous allez avoir des associations qui vont essayer des associations sportives qui vont essayer de mettre en place ces événements. Donc, ça s'inscrit aussi, pas simplement dans l'événement, mais aussi dans une nouvelle pratique sportive urbaine. Ça rejoint tout à fait les grands événements qu'on peut retrouver, des rollers, des gens qui font de la course à pied, etc. Vous avez donc une nouvelle pratique sportive urbaine. Et la natation en groupe, avec souvent des compétitions, font partie de cette aspiration. Autre aspect de reconquête, vous avez un aspect plus radical. C'est qu'au fond, à travers un grand événement qu'on appelle le Big Jump, tous les ans, dans toute l'Europe, les gens vont se jeter dans l'eau pour revendiquer la qualité de l'eau. Donc ils n'hésitent pas à payer de leur personne pour forcer les pouvoirs publics à améliorer la qualité de l'eau. En particulier dans la région parisienne, Marne-Vive va organiser tous les ans le Big Jump, c'est-à-dire que vous allez avoir des événements, toute une journée, où les gens vont se baigner dans la Marne. Je veux m'y baigner, c'est-à-dire je veux une qualité de l'eau. Donc on a cet aspect citoyen qui se met en place. Ici, la Marne, je la bois, etc. Donc à travers l'événement sportif, la baignade, en groupe, vous avez une revendication. Autre revendication de reconquête, qui va participer à la reconquête, là c'est plutôt depuis 5 ans, oui ça fait 4-5 ans. Un mouvement citoyen, avec au fond 2 tendances. Une tendance traditionnelle de France Nature Environnement, c'est le panneau, c'est pouvoir se baigner dans une rivière, ça implique qu'elle soit de bonne qualité, qu'on fasse des efforts, etc., pour la dépolluer. Et puis l'autre côté, alors si vous ne voyez pas trop, c'est ce qu'on appelle le laboratoire des baignades urbaines, qui sont des activistes surtout parisiens,
Et eux, ce n'est pas tellement l'aspect environnemental, bien que ça fait partie de leur projet, mais eux, c'est plutôt l'aspect citoyen de reconquête d'un espace. C'est plutôt briser le carcan de la réglementation. Hein. Donc ces mouvements citoyens vont avoir de l'influence, en particulier médiatique, surtout le laboratoire des baignades urbaines qui vont passer plusieurs articles dans Libération, par exemple, il y a 3 ans. Et donc, ils vont avoir une influence. Le mouvement sportif va reprendre le relais dans la tradition que j'ai expliquée tout à l'heure, avec des grandes opérations de fêtes sportives. Par exemple, sur le bassin de la Villette, vous avez tous les ans l'Open Swim Star, avec des 10 km, 5 km avec palme ou sans palme. Donc des opérations où on se baigne, où on fait une compétition. Ça va attirer l'attention, évidemment, des politiques. Et si vous voulez, un peu celui qui a la meilleure intuition, finalement, c'est Chirac, qui, avant tous ces événements, tout le monde a entendu parler qu'il allait se baigner dans la Seine. Eh ben, il a bien senti, au fond, l'aspect politique de la question de la baignade, puisqu'au fond, ça marque bien le pouvoir du politique. Si on peut se baigner dans un fleuve urbain, ça montre bien que le politique, il a fait du bon travail, il a réussi à dépolluer l'eau, et donc, si vous voulez, ça marque les esprits, ça montre son efficacité. C'est repris, donc vous voyez, en 90, il parle des poissons, mais il parle aussi de la baignade. C'est repris par Anne Hidalgo. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est le 1er avril. Bon, qu'elle dit en 2024, elle dit ceci n'est pas un poisson d'avril. En fait. Voilà, donc vous voyez, ça devient, la baignade en eau vive, ça devient un objet politique, un projet politique. Parce que le politique, il veut montrer qu'il agit. Et le politique, il a beaucoup de mal à montrer à ses électeurs qu'il agit quand on parle de chiffres, quand on parle d'indicateurs, etc. Si vous voulez, à part les initiés ou les associatifs environnementaux, les électeurs, ils voient mal l'action du politique. Là, on est dans un système binaire. Vous pouvez vous baigner, vous ne pouvez pas vous baigner. Et donc, si vous pouvez vous baigner, c'est que vous avez agi et que vous avez finalement dépollué et vous avez assaini la rivière. Alors, ce processus de mise sur l'agenda politique, c'est en grande partie lié aux médias. C'est ce que j'avais étudié avec ma collègue Agathe Zen. Et donc là, si vous voulez, on a regardé un petit peu les articles qui parlent de la baignade dans la Seine depuis 1991, et on s'aperçoit qu'il y a un emballement médiatique, vous voyez. Et donc c'est ce qu'on appelle, bon, sans être très pédant, processus d'agenda setting. C'est en gros, c'est les médias qui focalisent le grand public sur un sujet, et ce sujet, ça devient un sujet politique, et si les politiques sont sensibles à la question, ils le mettent sur leur agenda et ils proposent quelque chose. C'est ce qui se passe. Et ça apparaît, par exemple, dans le projet d'Hidalgo Osez Paris, sur tout un chapitre sur la baignade. Alors, elle fait un tas de propositions, par exemple, de se baigner dans le lac de Ménil, etc. Donc, c'est bien repris par les politiques, cette idée. C'est repris par le Grand Paris. Et là, c'est dans un but d'abord de montrer ce qu'ils font. Hein. Donc, on va dépolluer toutes les rivières qui passent dans l'agglomération parisienne. Et puis derrière, il y a aussi les Jeux Olympiques, évidemment. Ça a été valorisé aux Jeux Olympiques. Et puis, c'est quand même, j'ai trouvé dans le dossier de presse du Val-de-Marne, ça devient un objet politique, même pour le département du Val-de-Marne, qui vous parle et qui fait une session sur la baignade. Vous voyez, donc c'est devenu bien un objet politique. Cet agenda politique, évidemment, débouche sur des projets. Et là, tous les projets de baignade en eau libre qu'on retrouve
en région parisienne sont liés aux Jeux Olympiques. Et donc vous avez ici la PUR qui a fait un tas d'études pour montrer qu'il y a certains sites qui peuvent être aménagés, et en particulier dans le Val-de-Marne. C'est un projet politique, donc si vous voulez, d'une baignade qui a été un peu laissée pour compte, ça devient un objet d'un projet de territoire. Mais c'est un choix aussi, à notre sens, c'est un choix politique risqué, puisque on vous expliquera que finalement c'est très très difficile de dépolluer l'eau et de se baigner sans être malade. Et donc vous avez un exemple là, du bassin de la Villette, où c'est de l'eau de la Villette qui n'est pas filtrée, hein, qui va sur le ponton. Et là, vous aviez déjà l'année dernière une fermeture à cause de bactéries. Hein, vous voyez, donc c'est un enjeu politique là qui débouche sur quelquefois des risques politiques. Je vous ai parlé de la région parisienne, mais il faut voir que cet engouement pour la baignade urbaine, c'est un phénomène de toutes les grandes agglomérations. Parce que vous êtes dans le cadre de concurrence entre les grandes agglomérations, les grandes métropoles mondiales et les grandes métropoles européennes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, politiquement, c'est très important de montrer qu'on est une ville vertueuse, qu'on est une ville qui adopte les principes du développement durable, puisqu'on peut se baigner dans l'eau, hein, puisque la rivière est nettoyée. Hein. Et vous avez l'exemple, par exemple, du canal de Spree à Berlin, qui veut faire une véritable... Alors là, continuellement, une partie du canal sera libre pour la baignade, avec un projet de filtration avec des roseaux, etc. C'est compliqué, mais vous voyez ce qu'ils disent, c'est au fond comme la Tour Eiffel. On sera capable, c'est au fond l'image, c'est du marketing territorial. Voilà, c'est du marketing territorial. Bon. D'où l'idée... avec ma collègue, de vous proposer un nouveau concept qu'on appelle la ville baignable. Voilà, donc c'est au fond un dispositif de politique publique qui est mis en place, qui facilite l'accès sécurisé à la baignade libre dans les cours d'eau urbains, mais pas simplement pour reconquérir un bien commun. Hein, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les politiques, c'est pas eux, ils s'en foutent du bien commun. Eux, c'est montrer qu'ils sont efficaces. Hein. Donc, c'est pas tellement le bien commun, mais c'est plutôt pour l'image politique ou le marketing territorial de l'agglomération. Mais c'est aussi un aspect positif pour le bien commun, puisqu'avant, on ne pouvait pas se baigner, et maintenant, on peut se baigner. Donc, si vous voulez... vous avez quand même cet accès à la baignade pour ceux qui le veulent, qui est intéressant. Limite du concept de la ville baignable, c'est que derrière le bain, vous allez avoir une catégorisation qui est incomplète. Le fait de se baigner, ça ne veut absolument pas dire que l'eau, que vous avez fait des efforts pour dépolluer la rivière, puisqu'on ne prend en compte que ce qui est mauvais pour le baigneur. C'est-à-dire que ce qui est mauvais pour le poisson, ce qui est mauvais pour la biodiversité de la rivière n'est absolument pas pris en compte. Par exemple, dans la Seine, dans la Marne, vous avez des métaux lourds qui sont encore présents, vous avez un tas de polluants qui passent le long des berges, qui ne sont pas pris en compte. Hein. Donc, on prend simplement en compte la question microbienne, qui rend malade ou pas le baigneur. Souvent, c'est instrumentalisé, donc c'est ce qu'on appelle du design urbain. Donc vous avez un tas de projets avec un tas d'architectes. Vous en aurez peut-être un qui va vous expliquer qu'on va faire des grands bassins, etc. C'est du design. C'est de la communication territoriale, ce qu'on appelle le green branding. Si vous voulez, c'est de la publicité verte. Hein, oui, bon. Et puis, c'est quand même un peu un simulacre, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une société du spectacle. C'est un peu comme ce qu'a fait Delanoë avec la plage, Paris-Plage. Hein. Vous avez l'idée que on a une vraie rivière, comme en temps, comme au bord de Marne il y a 150 ans, où on peut se baigner, où c'est le retour à un Éden de l'eau de bonne qualité.
Et ça oublie, si vous voulez, la démarche du vrai développement durable. Donc je suis assez critique, hein, c'est mon point de vue, hein, qui ne prend pas en compte assez la biodiversité des milieux aquatiques. Donc au final, vous voyez, donc, grande méfiance par rapport à ces projets, du point de vue politique. C'est quand même, d'une certaine manière, une avancée pour la reconquête des berges et de l'eau comme bien commun. Alors, ça, il faut le reconnaître. Mais ça ne résout absolument pas la question de la qualité de l'environnement, de la qualité même du cadre de vie. Hein. Ça ne résout pas cette question. Voilà. J'ai tenu le temps, je crois. Pour faire peur, mais j'avais mis ici là, tous les virus que vous pouvez... Heureusement qu'on n'arrive pas à lire beaucoup, c'est pas très... Je voulais juste faire une petite remarque quand même, c'est que dans le Val-de-Marne, il y a quand même une préoccupation avec le bien commun sincère, puisque c'est un département qui a quand même gardé en régie publique l'assainissement. Donc je ne dis pas que le département se bat pour la baignade libre, en eau libre des communs, non, mais au moins pour le bien commun. Ça, on ne peut pas leur nier, on peut pas nier ça. Mais... Non, mais c'est pas. Il n'y a pas de suspicion à avoir. Hein. De toute manière, c'est une avancée. Le fait qu'on puisse se baigner dans la rivière, j'étais un peu négatif vers la fin, parce que si on veut être aller jusqu'au bout de la restauration des cours d'eau, voilà, je dis que c'est insuffisant. Hein. Mais c'est quand même une avancée parce qu'on tient quand même compte. Il y a par exemple pour l'assainissement, ben ça va permettre de raccorder tous les branchements sauvages hein, qui polluent pas simplement pour les baigneurs, mais qui polluent le fleuve, parce qu'il n'y a pas simplement toute la liste là de mes bactéries. Hein, vous voyez. Donc c'est pas simplement les toilettes qui vont dans les tuyaux d'assainissement qui polluent, mais vous allez avoir le charcutier qui balance ses graisses dans le réseau, etc. Et souvent, vous avez donc ici le fait, c'est un début, ça, si vous voulez, c'est un début, l'histoire de la baignade, d'améliorer la qualité de l'eau pour la baignade, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même de donner une qualité intrinsèque à la rivière, avec la restauration de la rivière, avoir une qualité à peu près correcte, ce qui n'est pas le cas. Et je voulais aussi vous poser une question, parce que quand on a préparé cette conférence, je vous ai posé la question, est-ce que la demande sociale citoyenne que vous aviez au départ, est-ce qu'elle avait à voir quelque chose avec le réchauffement climatique? Est-ce que cette demande de baignade est aussi une forme de combattre ou d'atténuer les effets du réchauffement climatique de la part des citoyens? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ça ou pas? Alors concrètement, les périodes où les gens se baignent, c'est tout bêtement au moment des pics de chaleur. Donc la baignade en eau libre, ça peut résoudre les problèmes de pics de chaleur, puisque par exemple en 2017, vous aviez eu des difficultés sur le réseau, par exemple, d'incendie, où les jeunes, comme ils avaient chaud, avaient démonté les bouches d'incendie pour se rafraîchir. Le fait de mettre à disposition des espaces où on puisse se rafraîchir, où on puisse jouer, où on puisse patauger, je ne dis pas forcément se baigner, mais le fait d'avoir des espaces où on puisse se rafraîchir, ça fait partie du bien-être dans le cadre du réchauffement de la ville. Hein. Donc dans ce sens, oui. D'accord. Je comprends donc le propos que vous tenez, c'est que le désinvestissement du fleuve comme un commun ne va pas être récupéré avec une simple annonce d'effet sur un tout petit objet qui est la baignade, sans la prise en compte de la totalité de l'aménagement urbain et du partage d'usage aussi des fleuves. C'est ça, c'est ça votre propos. D'accord, bah c'est très intéressant. Vous avez probablement aussi des questions. Le micro est à vous. Il faut
Parlez bien dans le micro. Bonsoir. Vous nous avez dit que la baignade était un premier pas vers la restauration de la qualité globale de la rivière. Quelles sont les priorités suivantes ? Je pense qu'il faut vraiment, en termes enfin, entre guillemets, nettoyage de la rivière, faire attention à tous les polluants, même en faible quantité, qu'on peut encore retrouver et qui sont difficiles à traiter par les stations d'épuration et qui sont ne serait-ce que des traces. Donc là, il y a une question, je parle en termes de qualité, en termes de qualité de vie, mais de salubrité publique. Hein. Ça, c'est anthropocentré, c'est pour les hommes. Hein, donc il y a cette question de ces nouveaux contaminants qu'on retrouve dans la rivière et qui ne sont pas pris en compte par la baignade. Parce que la baignade, vous avez des normes, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est les normes de baignade que vous avez sur une plage ou sur un lac. Donc si vous voulez, tout ça c'est normalisé, il y a un certain nombre de comptages qui sont faits, mais c'est uniquement pour ne pas avoir de diarrhée ou de maladie comme ça. Vous avez la priorité, c'est quand même d'éviter de rejeter ou de traiter ces effluents qui sont déversés dans les fleuves. Là, je parle en termes de traitement. En termes de restauration, il y a beaucoup de travail. C'est de reconstituer la biodiversité dans le fleuve. Là, on a du mal parce que déjà, je vous ai dit, vous avez les berges qui sont complètement minéralisées. Hein, et puis, vous avez la question des boues qui sont imprégnés de métaux lourds, de polluants au fond de la rivière. Donc là, c'est un problème. Et voilà, donc le problème, c'est de reprendre pied sur cette rivière, de végétaliser, d'améliorer la qualité pour que les poissons puissent frayer, etc. Donc ça, c'est quand même la phase suivante. Hein. Oui, mais même de rejeter des choses qui sont impossibles même à traiter. Donc c'est même de consommer certaines formes de choses qu'on consomme sans forcément se retrouver dans la rivière et donc qui sont des fois difficiles à enlever par le traitement. De quel produit il s'agit ? Ça peut être des plastiques, ça peut être des produits pharmaceutiques, hein, à la sortie des EHPAD ou des hôpitaux, même s'ils traitent, vous avez quand même des traces de médicaments qui peuvent se diffuser. Vous avez encore une pollution d'origine chimique industrielle. Hein. Sanofi dans le coin, il avait ses usines de traitement, mais bon, il en rejette quand même. Hein, vous voyez, donc vous avez ces polluants qui sont en train. C'est simple, regardez les travaux du Pirensen, tout est disponible sur Internet. Et vous serez, tous les ans, il y a un grand colloque où ce n'est pas des gens comme moi qui viennent des sciences sociales qui parlent, mais c'est plutôt des biologistes. Et même sans trop comprendre ce qu'ils disent, vous regarderez les photos des poissons nécrosés qu'on peut trouver en baie de Seine ou même du côté du Rouen. Hein. Des poissons qui changent de sexe, etc. Vous avez tout ça. Donc c'est bien, et ils expliquent que c'est lié à telle molécule et à telle autre molécule. Donc là, cette question-là de la pollution, je ne parle pas de la question de la pollution par les pesticides, etc. Vous voyez, vous avez donc ici, là, quelque chose à traiter qui n'est pas pris en compte, malheureusement, par la baignade, puisque c'est les normes de la baignade. D'autres questions, peut-être ? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà baignés ? Alors, soit des bassins. À quoi ça ressemble un bassin exactement ? Parce que je me suis baigné aussi à la Villette, dans le bassin. Donc c'est simplement des pontons flottants. Ouais. Et puis on peut traverser et arriver vraiment au fond de la rivière. Non, hein. Non. C'est un ponton flottant, puis vous avez une grille. Ah, d'accord. Vous avez une grille, mais c'est l'eau du bassin qui n'est pas filtrée, hein, qui monte.
Ouais. Et donc, vous avez plusieurs niveaux de bassin, enfin, selon les âges. Hein, Oui, j'ai vu bassin, ça, oui. etc. Et c'est de l'eau du bassin. C'est de l'eau du bassin non traitée. C'est de l'eau de l'Ourcq. Hein. D'accord. Alors, le problème, c'est que on peut pas dépasser un certain nombre sur les bassins, alors que pourtant, l'eau, vous dites, c'est de l'eau de l'Ourcq. Pourquoi est-ce qu'on est limité? Et puis, dans la journée, on ne peut pas dépasser une certaine quantité. Donc, j'aurais compris ça dans une piscine fermée. Mais dans un bassin où l'eau semble circuler, pourquoi est-ce qu'on a ces deux limitations? Parce que dans le bassin de l'Ourcq, il y a finalement très peu de courant. Oui, c'est vrai. Et puis vous devez savoir que finalement la principale désavantage de la promiscuité, c'est que au fond, ce sont les baigneurs qui contaminent les autres. D'ailleurs, la preuve, même à la Villette, on vous demande de prendre une douche avant. Ça paraît bizarre de prendre une douche avant de vous jeter dans l'eau de l'Ourcq. Ben c'est ça, c'est qu'en fait la contamination, c'est surtout le corps, notre corps, même si on prend une douche, qui allons contaminer l'eau. Et donc on peut supposer qu'ils ont dû calculer, ils font attention là, donc ils ont dû calculer qu'à une certaine densité de baigneurs, voilà, ça risque de mal se passer, qu'il y aura sans doute un risque de contamination bactérienne. Oui, c'est vrai que la circulation sur le canal de l'Ourcq dépend simplement du passage des péniches. Voilà, et des éclusés en bas. D'accord. Parce que le canal de l'Ourcq, ça servait de réservoir au départ. Hein, sur la Marne, quel type de ponton, enfin quel type de bain pourrait-on imaginer? Est-ce qu'il serait aussi clos que ceux du bassin de la Villette ou est-ce qu'il serait plus ouvert? Alors, non. Est-ce qu'on aurait des plages encore? Est-ce que vous pensez quels sont les projets en fait? Les projets, ils sont multiples. Le plus simple, le plus simple, c'est le ponton. Oui. En plus, pour les municipalités, ça coûte beaucoup moins cher qu'une piscine. Le coût du baigneur, c'est en gros 11 € pour une piscine, parce qu'en plus, vous n'avez pas les mêmes réglementations de qualité de l'eau, etc. Et donc, finalement, le ponton, ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte le ponton plus les maîtres nageurs. Bon, donc, ça ne coûte rien. C'est facile à déménager en cas de crue, etc. Donc, il y a le ponton. Alors, je sais qu'il y a un tas de projets, un peu d'architectes, d'urbanistes, etc. Là, mais bon, ça sera sans doute difficile. Il y a le projet des Allemands à Berlin, qui est un projet, pas de ponton, mais vraiment de reconstituer l'écosystème de la rivière. Enfin, là, c'est plutôt un canal, avec des joncs, avec des végétaux, qui vont filtrer la pollution de la rivière, la pollution des gens qui s'y baignent. Donc là, c'est plutôt écologique, c'est plutôt le sens que je disais tout à l'heure, que le bain, ça sert à reconstituer un milieu qui est artificiel, mais un milieu. Alors, il y a un monsieur qui voulait témoigner, c'est ça? Ouais. Dans la première moitié des années 70, avec le patronage laïque, on allait se baigner à Orly, sur ce qu'on appelait l'Ermitage, et aussi sur la plage bleue avant qu'elle soit réaménagée. C'est une époque où on ne prenait pas beaucoup de précautions. Je suis toujours vivant, mais je me souviens très bien qu'on se baignait avec le patronage laïque quand même. Maintenant, ils prennent un maximum de précautions. Voilà. C'est pour ça que je suis revenu sur l'histoire, c'est que même les gens, les habitants, ils sont très attachés à cette expérience. Je pense que c'était des bonnes sensations de patauger, de jouer dans l'eau, puis c'est autre chose qu'une piscine, vous voyez. Il y avait une petite plage, c'est à l'Ermitage à Orly là. D'ailleurs, il y avait une prise d'eau de la, je sais plus, c'est la Sagep ou le Cédif, je sais plus, Cédif, pardon. Et il y a une prise d'eau à côté avec un gros, et on allait, franchement, on allait avec des moniteurs. Voilà, ça paraît. Attends, 1000 années-lumière par rapport à tous les principes de précaution. Non, parce qu'entre-temps, entre votre bain de jeunes et après, vous avez eu les grandes masses médias qui vont vous parler des pollutions, des poissons crevés sur la Marne. Vous allez avoir, vous allez avoir des enquêtes sur la qualité de l'eau, etc. Vous avez tout un discours qui est juste, hein, donc c'est pas des erreurs, enfin c'est pas une fausse nouvelle, mais vous avez ici un changement de regard sur la rivière. Là, c'est exemple. C'est les mouvements écolos naissants après 68, peut-être, je ne sais pas si c'est lié, voilà. Mais nous,
on allait dans ce fleuve-là. Ouais. Il y a aussi la plage bleue, je ne sais pas si c'est un sujet, mais il y avait l'ancienne plage bleue aussi. Je crois que c'était un lieu de baignade institutionnel, celui-là, il me semble. Oui, voilà, mais on s'y baignait de façon institutionnelle. C'était ouvert à la baignade. Là aussi, c'est souvenir, on partait en car avec le patronage laïque. Voilà. Ça paraît. Voilà. Moi, j'avais une question. C'est le rôle aussi de la navigation, de ceux qui gèrent la navigation. Quelle est leur posture par rapport à ce partage avec des baigneurs? Alors, j'en ai pas parlé, mais bon, il y a des conflits. Enfin bon, pour l'instant, si on fait le bilan des acteurs de la rivière par rapport à la baignade, vous avez une minorité qui veut le retour de la baignade. Bon. Les associations que j'ai citées tout à l'heure, certains élus qui voient l'intérêt politique de la reconquête, mais vous avez vraiment les vrais gestionnaires du fleuve, VNF, Port de Paris, la préfecture, donc ils sont contre, ils sont contre. Même les projets d'Hidalgo parce que vous avez un tas de projets à Paris, justement des pontons un peu partout, devant l'hôtel de ville, à côté du Pont-Neuf, etc. Ça, vous trouvez ça facilement visualisé sur Internet. Ils ont eu beaucoup de mal même à mettre en place leurs projets. Ils ont fait des études de trajectoire de bateaux-mouches, vous voyez. Et donc là, ils sont contre. Vous avez la corporation des propriétaires de bateaux-mouches qui sont vraiment farouchement contre, qui ont réussi à faire capoter d'ailleurs des événements de traversée de Paris à la nage, puisqu'ils avaient des appuis à la préfecture de police, parce que c'est la préfecture de police qui gère ça, qui donne l'autorisation, pas simplement l'ARS ou les... Donc c'est la préfecture de police. Donc vous avez des oppositions très, très fortes. Donc voilà, VNF, Port de Paris, la préfecture de police de Paris, parce que bon, la police fluviale est contre, parce qu'il faut surveiller. Vous avez les bateaux-mouches, toutes les grandes compagnies de transport fluviaux, les croisiéristes maintenant, etc. Vous avez donc ici beaucoup d'opposition. D'accord, donc vous dites bien c'est une minorité, une petite minorité qui est favorable. Voilà, oui, tout à fait. D'accord. La baignade. Moi, je pense que c'est quand même... Bon, j'ai été négatif. C'est pas un attrape-bobo. Non, je pense pas que ce soit un attrape-gogo, parce que ça met la pression sur les élus pour qu'ils améliorent la qualité du fleuve. Donc c'est un bon moyen pour améliorer la qualité du fleuve. Même si vous l'améliorez que pour la baignade, c'est un premier... Vous faites quand même quelque chose, vous voyez, donc vous enclenchez quelque chose. Et puis, bon, surtout, c'est surtout une reconquête des berges. Une reconquête des berges, voilà, le fait de... C'est une activité de plus sur les berges, parce que les berges, pour l'instant, c'est pas tellement... c'est un espace où il y a peu de choses, donc surtout du loisir ou du tourisme. Mais c'est une autre activité sportive. Donc c'est un espace public qui est reconquis. Ça permet la reconquête des berges. Ça permet aussi voilà, l'idée pour certains de pouvoir piquer une tête. C'est quand même une liberté que vous avez quand vous êtes à la campagne. Vous pouvez piquer une tête si vous voulez. En ville, ça prend une autre dimension. Pour ceux qui ont fait ça prend une autre dimension. De se baigner au milieu des quais, au milieu des maisons, c'est une autre dimension. Une question là-bas, de l'autre côté. Je trouvais que la question de la baignade, elle était aussi le début d'un processus pour les habitants, ceux qui sont autour, qui peuvent la voir sortir du lit, les inonder, la vivre mal, quoi, je veux dire. C'était aussi le début d'un processus, ce que vous dites, de faire attention au fleuve. C'est-à-dire que si on aménage une plage,
Je ne sais pas si à Vitry, il y aura un ponton, mais cet espace-là, il y a toujours les marques de la plage là. C'est un espace qui reste, entre guillemets, naturel. Et ça peut être un moyen aussi de préserver des endroits naturels où il va falloir quand même faire attention à l'environnement, apprendre à ne pas jeter n'importe quoi dans la Seine, parce que la Seine, ça a été quand même, comme beaucoup de fleuves, comme beaucoup de rivières, ça a été des déversoirs de tout ce qu'on ne voulait pas voir, quoi. Je veux dire, et je pense que ça peut participer d'un processus de prise en considération de la nécessité de la qualité pour les politiques, mais pour les habitants eux-mêmes, parce que je ne suis pas certaine que beaucoup d'habitants soient encore très attentionnés à leur fleuve, quoi, je veux dire, à leur rivière. Et en ça, moi, je trouvais que c'était vraiment très, très important. Et puis aussi l'exigence que, oui, les entreprises qui sont dessus, et c'est bien qu'elles soient là, mais qu'elles ne déversent pas. On a quand même une chaîne de qualité, de volonté. On peut se dire que dans 20 ans, ça peut être quand même mieux, quoi. Si on n'a pas besoin de ça, il n'y a aucune raison que ça soit mieux dans 20 ans. Même pour les poissons. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. Oui, tout à fait. C'est un nouveau regard sur la rive, sur le fleuve, sur la rivière. Hein. C'est tout à fait. En plus, c'est physique. Hein. Vous allez. C'est pas la même chose. C'est pas le regard. Là, vous allez patauger dedans. Je dis pas vous baigner, mais vous pataugez. Amenez vos enfants patauger, faire des pâtés de sable s'il y a une plage. Hein. Pas sur le ponton, mais voilà. Vous avez une relation. Que vous n'avez pas jusqu'à présent, parce qu'il y a des quais, c'est minéral. Et ça coule, ça se déverse. C'est une sorte de... Voilà, ça passe. Les bateaux, les péniches passent, l'eau passe, c'est pas trop. Hein. Moi, j'ai une question en lisant vos textes avec Agathe Ezen. Une question qui m'est venue parce qu'il y a eu, et vous dites au début du texte, qu'il y a aujourd'hui une révalorisation des immeubles qui font face au fleuve. Ils recommencent. Mais ce sont des valorisations pour des immeubles très chers. Là, c'est un embourgeoisement, si on peut dire, des façades vers le fleuve. Et en même temps, la baignade, je me demande, c'est difficile d'exclure le peuple, la population tout entière des berges, non? Ou bien? Et donc c'est ce conflit de classe sociale, je me demande si la baignade, elle est plutôt du C+ populaire, ou bien il y a un risque aussi qu'elle soit privatisée ou qu'elle exclue d'une manière ou d'une autre. Alors, si on prend l'histoire de mes bains flottants du 19e siècle, vous aviez toutes les catégories. Vous aviez les bains à 4 sous pour les gens qui avaient un tout petit peu d'argent. Vous aviez là les petits voyous qui se plongeaient dans l'eau, donc voilà, pas de problème. Mais vous aviez aussi des bains luxueux en centre-ville, sur toute Paris, où c'était un lieu de sociabilité, où on fumait le cigare, où on jouait, etc. Il n'y avait pas que la baignade. Donc il y avait une catégorisation des bains flottants. Pour répondre à votre question, on n'a pas encore fait l'enquête pour la baignade sur le bassin de la Villette, mais de visu, c'est plutôt populaire. C'est les gens du quartier du 19e qui viennent se baigner l'été. En plus, il y a l'opération Paris-Plage qui a été transférée là-bas, mais c'est plutôt populaire. Alors, le risque, et là c'est au moment d'un colloque qu'on m'avait posé la question, est-ce que ces pontons, s'ils existent, ça ne sera pas des baignades de deuxième zone, quoi, pour les plus pauvres, quoi. La question c'est ça, parce que voilà, est-ce que ce ne sera pas une forme de ségrégation est-ce que finalement ça évite l'investissement d'une piscine, etc. Et est-ce que c'est pas de la piscine low cost, quoi, voilà. Et en même temps, en réaménageant les berges et en devant ces pontons, ces immeubles qui sont sur les fronts de Seine ou de Marne,
serait d'autant plus valorisé, serait d'autant plus... Pas sûr, Non. pas Ah bon sûr. Hein. Parce que mon expérience du bassin de la Villette, c'est que, par exemple, les commerçants, les cafés, tout ça, ils voient, parce qu'il y a plein d'activités, cafés, etc. Bon, ils voient d'un très mauvais œil Paris-Plage et la baignade, parce que c'est pas la même clientèle, c'est pas une clientèle branchée. Pour l'instant, c'est plutôt branché là-bas. Et donc, c'est plutôt populaire. Et pour l'instant, ça dévalorise. Sur les canals de Saint-Denis, au nord de Paris, je crois aussi Lourdes, il y a beaucoup de baignades qui malheureusement ont occasionné des morts parce que c'est au niveau des écluses souvent, oui, tout à fait, et qu'il y a des courants, et c'est souvent des gens d'origine très populaire et d'immigration récente, faut dire ce qu'il y a. Et c'est vrai que là, ça devient vraiment le low cost. Vous avez entendu parler là, de Canal Saint-Denis surtout, et le nord-est de Paris. Voilà, c'était un témoignage encore. Par exemple, au moment de la canicule de 17, là, il y a eu 2 ou 3 morts à côté de la Villette, hein, aux écluses de la Villette. Et donc, voilà, c'est des jeunes, comme ils ont chaud, bon, ils veulent chahuter, bon, c'est normal, hein, on veut jouer, hein, voilà. Donc, sauf qu'il y a des courants et qu'on ne sait pas nager. Mais c'est très populaire. Des articles de la presse locale, c'était très populaire, quoi. C'est des gens qui le faisaient parce qu'ils peut-être ils n'avaient pas les moyens de se payer la piscine. Et puis c'est à côté de chez eux. Là, il y a un effet de résidence aussi. Hein. C'est des quartiers populaires, donc. Donc encore une question. Une question sur l'efficacité du volontarisme politique. Il est de bon ton de fixer des dates pour faire des grands projets. Est-ce que cette échéance de 2024 pour les épreuves nautiques des Jeux Olympiques, est-ce que vous pensez que ça a une chance d'être effectif, c'est-à-dire que la baignade soit faisable dans de bonnes conditions à cette échéance? Ils ont théoriquement prévu le triathlon dans la Seine. Alors ça dépendra évidemment du temps, parce que quand il pleut, vous avez des pics de pollution, donc il faut espérer qu'il ne pleuvra pas. Donc c'est prévu. Mais en tout cas, j'en ai pas trop parlé, mais l'effet Jeux Olympiques était extrêmement important dans le développement de cet attrait politique pour la baignade. Ça fait partie, vous voulez, du marketing de Paris, ville olympique, la Seine, pouvoir se baigner dans la Seine, la reconquête de la Seine pour la baignade, pour les épreuves sportives en particulier, c'était un argument très fort. Hein. Et puis vous êtes quand même en concurrence entre les grandes métropoles. On est dans un système de mondialisation, vous avez concurrence entre les métropoles. Donc l'image d'une ville est très importante pour attirer des investisseurs, pour le rayonnement de la ville. Donc imaginez une ville qui réussit à faire baigner des gens dans son fleuve et dans le cours d'eau, et réussit à réguler la pollution. C'est vraiment le symbole d'une réussite, d'une reconquête d'un élément de la nature, même si c'est que pour la baignade. Ça montre bien que c'est une ville, une ville durable. Ça, je peux pas. Je suis incapable de vous le dire. Je pense que ça sera fait, hein, parce qu'il y a de tels enjeux d'image, et ils veulent pas que ce soit un fiasco. Donc, ils feront peut-être à la dernière minute, mais ils le feront. Oui, je sais bien. Ouais. On peut supposer que ça sera fait. Non, c'est sûr. Si c'est prévu, ça sera fait. Je vais profiter de cette dernière question. Est-ce que c'est faisable? Parce que cette question, elle traverse beaucoup. C'est une question qui va revenir constamment dans toutes les conférences qu'on organise sur la baignade, et celle notamment avec la directrice de l'assainissement du département, hein, Eve Karleskin, le 11 juin. Je pense que la question... Voilà, il faut lui poser. Je l'ai déjà vu répondre à cette question, mais je ne vais pas vous dévoiler, je ne vais pas faire de spoiling. Vous allez venir à la conférence.